Alors, bonjour à tous. Je vais vous présenter mon projet de restauration d'armure. Alors, plutôt récemment, je me suis pris à collectionner certains objets sur eBay, que je trouve aux enchères en fait. Car ça fait un moment que l'univers du Japon médiéval m'intéresse énormément. Et de fil en aiguille, je me suis dit, ça serait intéressant de, de faire une armure de samouraï. Donc, évidemment, c'est des pièces d'équipement assez iconiques, qui sont assez dures à trouver dans le commerce en général. C'est surtout sur eBay qu'on trouve des annonces d'antiquités. Et, euh, et vu qu'à l'époque, je n'avais pas beaucoup d'argent, et que j'avais fait de la reconstitution historique aussi, j'ai trouvé que c'était intéressant d'essayer de faire soi-même son équipement, en fait, avec des sources historiques que l'on pourrait trouver sur Pinterest notamment. Et du coup, j'en suis arrivé à faire un premier essai qui n'était pas vraiment concluant, mais je dirais que pour un premier essai, ça aurait pu être pire. Donc je vous ramène ça tout de suite. Voici la bestiole. Alors, comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas avec cette armure. En fait, j'ai un petit peu fait le patron au vif. J'ai d'abord beaucoup regardé les armures d'époque. Et en fait, je me suis dit, ça serait intéressant de faire un Tosegusoku, donc une armure moderne, entre guillemets. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. L'armure japonaise est passée par plusieurs étapes de développement. Donc, une armure qui date de la guerre du Genpei, par exemple, ne sera pas la même qu'une armure qui date de l'époque du Sengoku Jidai, où il y a eu tous les différents royaumes en guerre. Il y a des choses qui se retrouvent, hein, certes, mais en soi, il y a eu pas mal de développement technologique en fait, pour plusieurs raisons, hein, notamment le fait que les samouraïs n'étaient plus des archers montés, donc ce qu'on appelle le Oyoroi, qui est l'armure iconique qu'on se représente quand on imagine un samouraï, c'est-à-dire l'espèce de gros truc bien carré comme il faut, a disparu en fait, pour donner des armures un peu plus, comment est-ce qu'on pourrait dire, un peu plus polyvalentes en fait. Donc voilà, aussi pour s'adapter à la, aux piétons en fait, aux fantassins qui étaient à pied, qui avaient besoin de plus de mobilité, et à la fin du Sengoku Jidai pour s'adapter aux nouvelles tactiques de guerre, notamment à l'introduction des armes à feu au Japon, qui du coup a dû, comment dire, qui a modifié un petit peu la conception des armures de l'époque. Donc ce premier essai-là s'inspire des Tosegosoku. Donc en fait, on retrouve un petit peu certaines choses, notamment, vous voyez, les épaulières, ce qu'on appelle les sodés, les kuchazori aussi, qui sont l'espèce de petites jupes en, en plusieurs parties. En général, il y en a 6, mais ça peut varier. Et voilà, c'est des petites plaques qui sont reliées entre elles par des lacets. Donc ça, c'est assez reconnaissable. Pour ce qui est du plastron lui-même, j'ai utilisé de la tôle d'acier, donc forcément à l'époque ils n'avaient pas les mêmes matériaux. On retrouve surtout du fer, beaucoup de cuir aussi, et différents tissus. Mais globalement, le plastron en lui-même est fait en fer. Donc celui-ci, il est fait en une seule partie, parce que forcément, j'avais pas vraiment le temps ni les ressources nécessaires pour faire quelque chose de plus, comment dire,
de, de, de plus laborieux que ça en fait. Donc là, on est vraiment sur un plastron en deux parties. Donc il y a une partie en avant et une partie à l'arrière qui s'ouvre avec une charnière sur le côté. Donc ça, bon, ça change pas, hein, c'est retrouvable sur la plupart des plastrons d'époque. Mais dans sa conception, j'ai fait un truc extrêmement simple avec les moyens du bord. Donc là, on est plus proche de l'évocation historique ou même du cosplay en fait, en soi, vu que euh, je me suis basé sur des sources, mais pas entièrement. Donc j'ai utilisé des rivets modernes, j'ai utilisé des rivets automobiles en aluminium par exemple, parce que j'avais pas d'autre chose sous la main et que ça avait l'air de faire le taf. Et du coup, voilà, le plastron se ferme ainsi. Et sur le côté, j'ai juste mis des cordages qui s'attachent avec un nœud de chaussure en fait. Et en fait, là sur la plaque arrière, vous avez deux éléments qui viennent se mettre sur l'épaule et qui viennent ensuite s'attacher sur la pièce de devant en fait. Et voilà, pareil par un nœud de chaussure. Les pièces d'époque, forcément, c'était pas le même type d'attache en fait. Il y avait une pièce de bois qui allait ici et qui rentrait dans la boucle là. Et la boucle avait une espèce de petite attache qui venait se resserrer en fait. Donc c'était une sorte de crochet qui tenait le truc en quelque sorte. D'ailleurs, j'en ai ici. J'aimerais vous montrer juste pour illustrer le propos. Ça, je les ai achetés au Japon, c'est des reproductions modernes. C'est fait en plastique. Mais à l'époque, c'était surtout des pièces qui étaient en os ou en bois. Donc en fait, c'est simple. Si vous avez cette pièce-là, qui est une sorte de barre, en fait, en quelque sorte, qui est attachée ici, et en fait, ça va rentrer dans la boucle, et ça va tenir comme ça. Voilà. Hop. Et ici, vous avez cette pièce-là, qui est juste une pièce avec deux trous, qui va venir entourer les deux passants, pour pouvoir ensuite le resserrer là. Et ensuite pour pouvoir assurer un maintien correct de l'arme. Donc ceci dit, pour un premier essai, ça m'a donné pas mal de fil à retordre, notamment par le fait que ça soit un acier doux certes, mais quand même un acier, donc pour percer les trous, comment dire, j'en ai chié quoi, voilà. C'était assez laborieux, surtout avec la perceuse que j'avais. Une petite perceuse à batterie que j'avais pris sur Amazon, ça m'a pris énormément de temps. Il n'y a pas tant de trous que ça comparé à d'autres modèles, mais ça demande quand même beaucoup de temps pour percer tous les trous. En fait. Une fois les trous percés, j'ai appliqué le lassage en fait pour retenir certaines parties en fait, surtout la jupe, les kusazuri et les spalières, donc les sodés. Donc voilà, ça c'était mon premier essai, mais je n'étais pas du tout satisfait. Pour plusieurs raisons. La première, évidemment, c'est le confort. Le confort, en fait, avec cette armure bricolée à la va-vite, c'est que... il n'y en a pas, en fait. Ça tire sur les épaules, c'est très inconfortable, et une fois qu'on la porte plus de 10 minutes, un quart d'heure, on a envie de l'enlever tout de suite, parce que ça fait mal au dos, ça fait mal aux épaules et au trapèze. Et en plus de ça, la mobilité est très réduite, parce que je l'ai faite un peu trop grande. Je me suis dit, une armure, c'est fait pour protéger quand même jusqu'en bas. J'avais des sources, des images que j'ai utilisées comme source sur Pinterest, mais il n'y avait pas les mesures en fait en centimètres. Et du coup, j'ai jaugé un peu comme ça. Je me suis dit, une armure, ça doit protéger quand même jusqu'au nombril, voire un petit peu en dessous, histoire de pas avoir de pas se faire suriner les tripes, quoi. Et au final, les vraies armures sont un peu plus courtes pour avoir plus de mobilité, ce qui permet notamment de pouvoir se baisser et de pouvoir un peu avoir de contrôle au niveau de ses abdominaux, quoi. Ce que ne permet pas cette armure, parce qu'elle est trop longue. Et en fait, si on essaye de se baisser, et ben cette partie-là, elle vient un petit peu taper contre la gorge, quoi.
Et pareil pour le bassin en bas, ça appuie sur la crête iliaque. C'est pas du tout confortable. C'est vraiment, si je devrais en refaire une, j'apporterai ce genre de modification. Je le raccourcirai ici. Je la ferai, je ferai en sorte de découper un peu plus haut sur les extrémités là pour avoir le bassin assez mobile. Et bien sûr, je changerai ce système de fixation là sur les épaules qui est absolument inconfortable au possible. Donc voilà, ça c'était mon premier essai de l'époque. Et du coup, je me suis dit, en fait, tu vas pas porter ça, c'est pas possible, c'est vraiment un enfer à porter. Et du coup, j'ai continué mes recherches et en fait, avec le temps, je me suis de plus en plus passionné sur la question. Et, et au bout d'un moment, j'ai décidé de franchir le pas et de regarder un petit peu ce qui se fait sur Internet. Donc, j'ai fait mes courses, on va dire, entre guillemets, sur eBay. J'ai fait un peu de la prospection parce que j'ai toujours un budget assez limité. Mais je me suis toujours dit que si je voulais avoir des pièces historiques, ça va me coûter très très cher. Parce que ce sont des antiquités, c'est des pièces qui ont des fois plus de 250 ans, voire 300, 400 ans, si ça date du début de l'ère Edo, par exemple. Donc en fait, je me suis dit, de toute façon, ce sera impossible d'avoir des pièces historiques. Je regardais plus des répliques, mais même dans ce cas-là, ça coûte assez cher quand même d'avoir une réplique. Et en fait, sur eBay, j'ai réussi à trouver un vendeur qui faisait des ventes aux enchères. C'est un vendeur qui se trouve vers la région d'Hiroshima, au sud du Japon. Et en fait, eux, ils sont spécialisés dans les pièces historiques. Et j'ai pu avoir quelques pièces que j'ai eues pour pas grand-chose au final. Hein. J'ai eu des protège-cuisses d'époque Edo, à une trentaine d'euros. Des bras d'armure, pareil, une trentaine d'euros. Et en fait, ce qui coûtait le plus cher, c'était les frais de port. En fait, les frais de port, si vous voulez acheter quelque chose qui vient du Japon, que ce soit des pièces historiques, des figurines ou je ne sais quoi, il y a énormément de frais. Donc déjà, vous avez le transport qui coûte super cher, vous avez des frais de douane, vous avez également une TVA payée en plus. Et cela étant, au final, je m'en suis pas sorti pour si cher que ça. Le tout compris. Hein. Et je me suis dit, en fait, ça serait sympa d'avoir un nouveau plastron, de pouvoir un petit peu l'étudier, pour voir comment c'est fait, etc. Et éventuellement, si c'est quelque chose en très mauvais état, essayer de le restaurer, en fait, avec mon savoir-faire et en faisant quelques recherches. Et justement, récemment, il se trouve que j'ai eu une très bonne occasion, donc j'ai trouvé ceci. Donc c'est un plastron d'époque, et c'est un plastron qui est fait avec plusieurs bandes d'acier, comme vous pouvez le constater. Et en fait, j'ai eu un coup de cœur, je me suis dit, c'est une pièce qui est en très mauvais état, certes. Comme vous pouvez le constater, la laque s'est enlevée à plusieurs endroits, donc ça s'est écaillé avec le temps. Les pièces en métal sont rouillées, donc même très très rouillées hein, par endroits. Et ça va être un peu un challenge de le retaper et d'en faire quelque chose. Quoi. Donc forcément, il n'y a pas que ça, parce que une armure c'est comprise de plusieurs pièces différentes. Donc avec ceci, nous avons la pièce qui va derrière. Hop. Donc ils m'en ont filé deux. Et ça, je suis plutôt content parce que j'en aurai toujours un deuxième si je veux retaper une armure. Si je veux changer celle-là, par exemple, celle que j'ai bricolée, enlever la pièce qu'il y a sur les épaules pour mettre celle-là, techniquement, je pourrais. Donc voilà, il y a deux pièces différentes. Pour celle-ci, en fait, les deux ne sont pas d'origine. Donc ce plastron-là ne va pas avec ses pièces de base. Mais on peut quand même en faire quelque chose. On peut quand même... vous voyez, de toute façon, il y a des trous pour les lassages sur les deux pièces. Donc si on veut mettre celle-ci ici, bah, c'est possible, techniquement.
Donc moi ce que je compte faire c'est plutôt utiliser celui-ci pour restaurer cette pièce-là. Ici, juste en haut, vous avez deux autres pièces qui sont juste là. Donc ce sont ces deux pièces-là. Vous voyez, c'est comparable à ce que j'ai fabriqué sur la petite armure bricolée maison. Donc c'est exactement la même pièce, c'est presque les mêmes dimensions en plus. Et en fait, cette pièce-là, elle est rattachée à une autre pièce qui est rattachée au reste de l'armure. Donc ces deux pièces-là sont d'origine avec ce plastron. Donc on peut voir que le lassage est le même. Donc en fait, j'ai pas besoin de beaucoup bosser là-dessus. J'ai juste besoin d'enlever les cordages, les lassages, ici, sur le corps de l'armure. Vous voyez, il y en a là, sur le côté aussi. Parce que en fait, comme vous pouvez le constater, ça s'est découpé par endroits. Et c'est pas réutilisable en fait. Donc je vais devoir tout enlever. J'enlèverai tout totalement. J'enlèverai même le cuir derrière pour mettre un autre morceau de cuir. Et en fait, une fois que j'aurai enlevé tous les lassages, je vais gratter le reste de laque qu'il y a dessus. Et je vais gratter la rouille. Je vais essayer d'enlever tout ça proprement. Et enfin, je vais repeindre toutes les pièces en noir. Et je vais mettre une couche de protection de laque. Alors forcément, ce ne sera pas comme ce qu'ils utilisaient à l'époque. Car à l'époque, ils avaient certains pigments, ils avaient certaines façons d'entretenir leur matériel. Et surtout, la laque qu'ils utilisaient, c'était de la vraie laque d'origine végétale. En fait, c'était une sorte de sève, c'était une sorte de résine quelque part, qu'ils arrivaient à traiter et à mélanger avec d'autres produits pour avoir cette jolie laque noire que l'on retrouve sur les armures d'époque, sur les meubles qu'ils fabriquaient aussi, sur les fourreaux, de sabre qui étaient bien laqués comme il faut. Et donc voilà, je n'ai pas ce genre de produit malheureusement. Par contre, je peux appliquer un vernis satin, un vernis mat ou même un vernis un peu plus brillant pour avoir le même effet qu'une laque. Donc je pense que je vais faire cette alternative, n'ayant pas trouvé de laque correspondant à un prix correct, on va dire. Ça va être une restauration avec les moyens du bord, mais j'espère néanmoins que le résultat sera convenable. Je vais faire de mon mieux en tout cas pour rendre comment dire, pour rendre hommage à cette armure qui a vécu de meilleurs jours. Voilà pour le corps de l'armure. Ensuite, comme vous aurez pu le constater sur l'autre bricolage maison, il y a des pièces qui s'attachent en bas. En fait, c'est une espèce de petite jupe de plaques métalliques qu'on appelle des kusazuri. J'ai voulu au début les fabriquer moi-même, mais j'ai remarqué que la personne qui vendait ce plastron aux enchères avait d'autres kusazuri vendus aux enchères également, et en très bon état, enfin, pas en très bon état, mais dans un état convenable. Donc les voilà, ici. En tout, il y en a 5. Normalement, je pense qu'avec le nombre de trous, il devrait y en avoir 3 de chaque côté, donc 6. C'est pas grave. C'est pas grave, on va y en utiliser 3 devant, pour la partie avant, et 2 pour la partie arrière. Et ça tombe bien parce qu'en fait, c'est pas exactement les mêmes. Donc, ça aurait pu être un inconvénient, c'est un inconvénient, mais ça nous permet de les répartir, les 3 comme ça, devant, et les 2 de cette couleur-là, qui sont pas les mêmes, pour la partie arrière. Voilà. Si je voulais, j'aurais pu peut-être changer les lassages, vu qu'ils sont pas forcément en bon état partout. Mais pour l'instant, je pense qu'on peut les garder comme ça. À voir si à l'avenir, je trouve que ça fait trop bizarre, ou s'il y a besoin, je les changerai. Mais le plus important pour l'instant, c'est notre cuirasse ici. Donc en fait, vous voyez, ces kusazuri en question, ils vont venir avec un lassage s'attacher ici. Mais il y a une petite longueur en fait, comme vous voyez, en fait là, normalement, si vous voulez avoir de la mobilité, et ben, il faut quand même que
n'y ait pas grand-chose sur la zone des abdominaux si on veut avoir de la flexion, pouvoir un petit peu se pencher, etc. Donc en fait, le lassage, il y a je dirais une dizaine, une quinzaine de centimètres de lassage entre cette partie-là et les coudes Satsumi. J'assemblerai les pièces avec un nouveau lassage. Donc en fait, je comptais faire une armure de couleur rouge, non, de couleur noire avec un lassage rouge. Donc pour ce faire, j'ai fait mes petites emplettes aussi. J'ai deux options. Donc la première, c'est ce lassage-là qui est en 100% coton naturel. C'est un lassage qui est rouge, c'est un rouge assez vif en fait. C'est pas un rouge bordeaux, c'est un rouge assez vif. Et l'avantage, c'est que j'en ai pas mal, quoi. Je sais pas combien de mètres, je crois qu'il doit y avoir une vingtaine, une trentaine de mètres à peu près. Donc j'aurai largement de quoi faire. La deuxième option, c'est un lassage d'une couleur un peu plus bordeaux. Voilà. Ça sera ce genre de lassage là. Donc là, on est sur une couleur un peu plus foncée, un peu plus jolie même, je dirais. Mais par contre, le problème, c'est que c'est plus fin. Vous voyez, si je compare les deux. Et du coup, je sais pas encore lequel je vais prendre. J'étais plus partant pour celui-ci, pour les raisons évoquées à l'instant. Mais ça pourrait être pas mal d'utiliser un lassage comme ça. Ce lassage-là, d'ailleurs, c'est le même que j'ai utilisé sur cette armure. Donc ça, c'est pour les lassages. Et enfin, pour le cordage, donc le cordage qui va être à la place du cordage vert et bleu, je pense que je vais me rabattre sur un cordage rouge comme ça. Bon, il est plus épais. Il va falloir le faire entrer dans les trous, à ne pas sortir de son contexte. Et après, ce sera nickel. Donc ça va ressembler à... ressembler à un truc comme ça. Voilà. Donc ça sera pour le projet de restauration. Je vous tiens au courant de l'avancée et puis je vous montrerai toutes les étapes de la restauration de ces pièces d'armure. Ensuite, nous aurons également d'autres pièces d'armure à restaurer, notamment des bras, ce qu'ils appellent les côtés. Ce sont des espèces de manches avec des pièces d'armure cousues par-dessus. Donc il y a de la cotte de maille et il y a des plaques de fer ou d'acier qui vont protéger les bras en fait. Sur la partie extérieure, en fait, il n'y en a pas à l'intérieur. À l'intérieur, il y a une espèce de lassage qui permet de régler la taille des bras en fait. Mais globalement, à l'intérieur, il n'y a aucune armure. Donc c'est les zones vulnérables. Mais après, dans la pratique, c'est quand même plus agréable d'avoir une zone souple à l'intérieur pour pouvoir bouger ses bras et quand même être protégé à l'extérieur. Parce que c'est l'extérieur qui va recevoir les coups en fait, c'est la logique. Si vous voulez, je vous montre. Je vais faire ça. Alors, ça ressemble à ceci. Donc ceux-là, pareil, je les ai eu pour une quarantaine d'euros sur eBay. Pour la paire, pour les deux. Ça, par contre, c'est un peu plus récent. Je pense que ça date de l'ère Taisho ou début du XXe siècle. Donc c'est plus une reproduction en fait, une reproduction qui est assez ancienne certes, mais une reproduction quand même. L'avantage, c'est que par contre, c'est quand même comparé à des reproductions modernes, c'est quand même plus fidèle historiquement parce que déjà ça vient du Japon, donc ils savent ce qu'ils font, ils ont des références et tout. Et par exemple, le tissu là, on voit clairement que c'est un tissage manuel avec des matières nobles, avec de la soie, avec des choses qui sont quand même assez reluisantes quoi. Donc comme je vous le disais, vous avez
la partie extérieure qui est armurée. Donc vous avez des plaques en acier qui sont reliées entre elles par de la maille. Donc c'est pas n'importe quel type de maille, en fait, c'est de la maille qui est... c'est pas comme de la maille occidentale, donc les cottes de maille de chevalier. Elles sont plus petites. Les anneaux sont beaucoup plus petits. Et c'est pas des anneaux aboutés. Enfin, c'est pas des anneaux rivetés. C'est des anneaux aboutés. Sauf que dans ce cas-là, même s'il n'y a pas de rivet, c'est quand même relativement solide parce que ce qui fait le lien entre les différents anneaux, c'est un aller-retour de fil de fer en fait. Donc ça va pas se casser au premier coup, quoi. Et ça reste assez léger vu la taille des anneaux et vu leur disposition en fait. Je peux vous faire un petit zoom si vous voulez. Hop. Voilà. Donc là, il y a des plaques sur la partie haute du bras. Sur l'avant-bras, vous avez des espèces de barres comme ça en acier qui ont été martelées et qui sont légèrement bombées. Donc pour ajouter à la rigidité de la pièce. Là, au niveau du poignet, vous avez encore de la maille. Et vous avez une pièce qui protège la main. Donc vous voyez là le début des phalanges, plus le pouce ici. Et voilà, globalement, il y a juste les dernières phalanges qui sont exposées, quoi. Et c'est pour une raison très importante, c'est que dans la pratique martiale du sabre surtout, il y a un concept très important qu'on appelle le tenouchi. Donc c'est vraiment la façon de tenir son sabre. Il faut avoir une bonne prise sur son sabre, il faut être relâché de temps en temps et pouvoir resserrer au bon moment, en fait. Et en fait, avec ce genre de pièces d'armure, il est plus facile de manier son épée. Voilà, donc ça c'est une pièce qui relativement ne nécessite pas vraiment de grosses restaurations, donc on peut l'utiliser telle quelle. Vous voyez, la laque elle est bien entretenue, il n'y a pas de rouille. Le tissu par contre, par endroit est dans un mauvais état, mais voilà, vous voyez là il y a un trou par exemple. Il y a des parties qui se sont un peu déteintes, mais globalement ça reste une pièce qui est relativement en bon état. Ce qui n'est pas le cas de cette pièce-ci. Comme vous le voyez, c'est le même problème qu'avec le plastron derrière. Il y a de la rouille, il y a la peinture et la laque qui s'est enlevée par endroits. Par moments, c'est tellement rouillé, vous voyez que les pièces ont fusionné en fait entre elles. Et par exemple, pour la maille, vous voyez, c'est solide ici. Il y a pas de, ça bouge pas en fait. Il n'y a pas d'articulation entre les différents anneaux. Et voilà, ça c'est aussi quelque chose qu'il faudra y remédier. Donc ça va demander du temps. Après le tissu, pour le tissu n'en parlons pas, hein, parce que regardez, c'est une toile de lin ou ouais c'est du coton ça? Non, c'est du lin. Vu les fibres qui sont assez irrégulières, je pencherais plutôt que pour du lin, mais ça n'a pas résisté aux assauts du temps. Vous voyez là par exemple sur les bordures c'est complètement massacré. Donc en fait dans ce genre de cas, si on veut restaurer la pièce, par moment il faudrait carrément enlever le tissu et en mettre à nouveau en fait tout simplement. Là pour le coup, pour l'usage que je compte en faire, je pense que je vais utiliser un autre tissu que je vais rajouter par-dessous en fait, pour masquer tout ceci et pour rendre la pièce un peu plus solide. Donc je vais coudre une autre partie, je vais enlever tout ça, je vais tout mettre à plat, je vais découper une partie de laine de la bonne taille, et puis je vais mettre un morceau de tissu comme ceci pour raccorder les bordures entre elles. Et pour ce qui est des trous que l'on peut voir sur la partie extérieure, je vais juste mettre des petits patchs de tissu que je vais recoudre pour un petit peu les masquer entre guillemets quoi. Mais voilà, donc il y a ça, puis il y a le même travail que je vais faire sur le plastron, c'est-à-dire retaper les pièces en métal avec une nouvelle peinture, une nouvelle laque, pour que ce soit bien comme il faut. Voilà, donc ça c'est une pièce d'époque également. Ça se voit un petit peu. Donc voilà, globalement le projet de la restauration d'armure. Ah oui, une petite parenthèse aussi, j'ai déjà fait le casque.
Donc les kabuto, donc les casques de samouraï, même sur internet, même aux enchères, les prix sont affolants. On peut pas trouver moins cher que dans les 500 € pour un casque en mauvais état. Donc à partir de là, je me suis dit quand même, Mathieu, t'as autre chose à faire que de dépenser des 100 et des 1000 pour un casque peut-être authentique, certes, mais je pense que la meilleure option ça aurait été de le fabriquer. Fabriquer un casque, c'est pas facile, loin de là, mais j'ai trouvé un bon compromis. Donc j'ai fabriqué ce casque-ci, qui n'est pas encore entièrement terminé. Donc vous voyez, c'est un kabuto, avec donc du coup la pièce pour le crâne. Vous avez le maedate ici. Vous avez les deux petites, je ne sais plus comment ils appellent ça exactement, mais sur tous les casques de samouraï, vous allez voir qu'il y a deux parties en fait qui convergent vers l'extérieur en fait. Euh, la nuquière, donc le shikoro, je crois qu'on appelle ça un shikoro, fabriqué maison. Alors comment est-ce que je m'y suis pris? C'est très très simple. J'ai pris un casque, en fait je me suis basé sur les Nanban Busoku, je crois qu'ils appellent ça comme ça, c'est-à-dire les casques occidentaux chez les samouraïs. Donc les Nanban Busoku, ils sont arrivés relativement tard. Ils sont arrivés à la fin de l'époque du Sengoku Jidai, avec l'arrivée des Portugais notamment, qui ont ramené leur propre armure en fait sur le sol japonais. Et en fait, vu qu'ils ont aussi introduit les armes à feu, les différentes familles de samouraïs se sont dit, en fait, il faudrait quelque chose adapté pour l'usage des armes à feu en fait, comme protection. Et du coup, ils ont vu que les Portugais et les Occidentaux qui amarraient au large du Japon ont ramené aussi des armures qui sont façonnées de telle sorte que ça résiste en fait aux fusils à mèche qu'ils utilisaient à ces périodes-là. Et en fait, des fois, ils se sont inspirés de ces pièces-là, et des fois, ils ont récupéré des armures occidentales pour en faire des armures japonaises. Donc en fait, c'est très simple, ils prenaient les pièces qui les intéressaient, donc le casque en général, des fois même des plastrons. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près ce qu'utilisaient les conquistadors quand ils sont arrivés au Nouveau Monde. Donc ce sont des casques un peu du type cabassé, ou des... comment ils appellent ça déjà, des morillons. Les morillons, c'est un casque... c'est un casque avec une espèce de petite collerette qui est en forme de croissant de lune un petit peu. Je sais pas si je me fais comprendre. Bon, je vous mets l'image en description. Et en fait, ils s'inspiraient de ces armures pour fabriquer leur propre casque. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un casque, bon c'est une cervelière, mais qui se rapproche d'un morillon en fait, sans l'espèce de visière en fait. Donc c'est juste une cervelière que j'ai peinte en noir. J'ai fabriqué le maedate avec une plaque de laiton que j'ai découpé. Ça m'a pris pas mal de temps, hein. J'ai découpé à la Dremel, c'était pas très précis en plus. J'ai limé un petit peu, mais globalement ça va. J'ai riveté avec des rivets en cuivre, donc ça reste relativement histo. Et je l'ai monté sur une barre en acier que j'ai rajouté à l'avant. Et en fait, cette pièce-là, elle s'enlève et elle se remet. Et pour ce qui est du shikoro et de ces pièces-là en cuir, bah, j'ai tout fait en cuir en fait. Donc le shikoro, ça peut paraître comme étant de l'acier vu de l'extérieur, mais c'est en cuir. Alors, les Japonais utilisaient aussi le cuir bouilli, ou en tout cas la peau brute, pour la conception de ces armures. Vous voyez les kusazori que je vous ai présentés là précédemment, pièces-là. Et ben j'ai cru qu'elles étaient en acier. Mais écoutez le son. Et bon là, vous pouvez pas le voir avec le poids que ça fait, mais ce sont des pièces de cuir bouilli. Donc voilà, pour une pièce d'époque en plus, donc ils utilisaient vraiment des pièces de cuir bouilli pour fabriquer des armures. Et du coup, ce que j'ai fait là, en soi, c'est pas déconnant, parce que c'est des lanières de cuir de tannage végétal de 3 mm et demi d'épaisseur à peu près, que j'ai découpé, que j'ai troué,
et que j'ai fait bouillir dans de la cire d'abeille en fait. Donc c'est très costaud et surtout ce sont des plaques qui se chevauchent les unes sur les autres. Donc en fait il y a le double d'épaisseur par endroit et ça offre une protection qui est quand même relativement optimale, quoi. Et ensuite j'ai fait le lassage que j'ai relié à une bande de cuir que j'ai montée sur le casque et sur cette bande de cuir j'ai mis ces espèces de petites oreilles. Donc je n'ai plus le nom actuellement, mais bon, je vous le mettrai là. C'est ça, voilà. Et voilà, puis un petit rembourrage maison à l'intérieur. Bon, ça c'est d'origine avec le casque qu'ils m'ont livré. Mais à l'avenir, je vais en faire des petites boucles comme ça. Vous voyez, je vais les rifter comme ça. Et à travers ces boucles, je vais passer un cordage en cuir qui va faire office de, de cordage pour un petit peu maintenir le casque sur la tête en fait. Donc ce qu'ils utilisaient en fait, il y avait une corde en fait qui faisait le tour. Et je pense que vous savez que les casques japonais en fait, ils vont souvent avec un petit masque qu'ils portaient, avec un protège-gorge en fait qu'on appelle un mempo. Et pour le mempo, j'ai trouvé une autre pièce que j'aimerais vous montrer. Donc voilà, ça c'est un mempo d'époque. Donc il n'est pas complet, comme vous pouvez le constater. C'est un masque dont il manque la partie du nez, parce qu'en fait c'était un masque qui est fait en deux parties, tu vois. Vous voyez la partie du haut en fait c'est une partie qui est amovible. C'est la pièce qui protège le nez en fait. Et, en fait il se trouve que sur celui-là ils l'ont perdu en fait. Et pareil pour le garde, le protège-cou en fait. Je sais pas comment ils appellent ça, mais c'est pareil, c'est avec des petites plaques de cuir ou d'acier qui sont reliées par des petits cordages. Et des fois il y a de la maille aussi, des fois c'est des protège-coups en maille. Et ça empêche du coup un adversaire de planter sa lance ou son épée dans le cou tout simplement, ou alors de se faire égorger. Voilà. Et pareil pour cette pièce-là, je vais faire comme pour le casque, je vais fabriquer le protège-cou avec du cuir. Pour ce qui est du protège-nez, je vais le garder comme ça. Sur les estampes, sur les images d'époque, etc., enfin, sur les représentations, on voit souvent les samouraïs avec un mempo, mais sans la pièce nasale. Parce que forcément sur un champ de bataille, des fois c'est plus confortable pour respirer, pour se faire comprendre, pour donner des ordres, pour faire plein de choses, juste d'enlever cette pièce-là en fait. Parce qu'au final la tête est déjà bien protégée, même les joues sur le côté sont bien protégées, le cou est protégé avec l'espèce de rabat qu'il y a sur le même pôle, et globalement c'est plus confortable en fait d'avoir juste le, le, le casque ouvert pour pouvoir mieux voir, pour pouvoir mieux respirer, etc. Voilà. Donc, ça aussi, ça fera partie de la restauration de l'art. Donc, ce sera tout pour moi. Et je vous tiens au courant de l'avancée du projet, avec plusieurs vidéos, une par une, en fait, selon ce qui est prévu dans l'ordre. Donc on va commencer par le plastron, hein. Donc la prochaine vidéo, ce sera sur le plastron, sur sa restauration, sur l'avancée globale, enlever la laque, la rouille, le lassage, repeindre le truc, etc., etc., jusqu'à avoir un plastron tout beau, tout neuf. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao!